Alors que les États-Unis et Israël ont donc lancé cette opération contre l'Iran. La réplique iranienne a également débuté. On va prendre la direction de Jérusalem où nous attend notre correspondante pour France 24, Noga Tarnopolski. Bonjour Noga. Noga, vous vous trouvez donc, je le disais, à Jérusalem. Quelle est la situation sur place? Est-ce que la réplique iranienne à ces frappes a débuté là où vous vous trouvez? Oui, Antoine, bonjour. Absolument, absolument. Vous avez raté par des petites secondes les sirènes et les immenses booms qu'on entend lors des interceptions israéliennes des missiles iraniens qui sont visés en ce moment presque sur tout le pays d'Israël, sur tout sauf la pointe sud qui est à côté de Gaza, en fait. Mais à part ça, le pays entier en ce moment se trouve dans des abris contre bombes et une immense tension, je dirais. On attend de plus en plus de sirènes à n'importe quel moment. Noga, il y a Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, s'est également exprimé. Hein. Il a pris la parole il y a quelques dizaines de minutes à peine. Hein. Oui, et c'était une déclaration étrange où il a quasiment fait un écho à la déclaration de Trump, parlant en grandes phrases d'un moment de destin pour le peuple d'Iran, un moment où c'est à eux de prendre leur destin dans leurs mains, également comme l'a dit Trump. Mais il faut le dire, il a très peu dit aux Israéliens. Il a très peu dit aux Israéliens qui n'ont pas toujours retrouvé leur logement depuis l'autre guerre contre l'Iran en juin, qui a laissé pas mal de dégâts ici en Israël. Et ça suscite des réactions assez tendues, nerveuses et préoccupées, je dirais, ici en Israël. C'était une déclaration très rare pour un dirigeant israélien qui se dirige vers son peuple. Vous restez avec nous, Norga Tarnopolski, alors qu'en plateau nous a rejoint notre correspondante également à Jérusalem qui, pour l'heure, est ici à Paris avec nous, Claire Duhamel. Bonjour Claire. Bonjour. Merci de nous rejoindre avec nous en plateau. On a donc vu cette prise de parole de Benjamin Netanyahou, on l'écoutera dans quelques instants. Benjamin Netanyahou qui est donc resté sur sa position, sa rhétorique qu'il développe maintenant depuis des années. Il ne faut pas que l'Iran se dote de l'arme atomique. C'était le cœur de sa prise de parole. Hein. Oui, très clairement, les Israéliens, depuis des semaines, répètent les mêmes choses. Il s'agit, le cœur du sujet pour les Israéliens, c'est bien le nucléaire iranien. En fait, tout simplement, les Israéliens ne peuvent pas se permettre qu'il y ait le risque que l'Iran se dote d'une arme nucléaire. Et c'est, en quelque sorte, ce qui se passe, c'est aussi l'aboutissement stratégique de décennies de planification par les Israéliens. Ça fait des semaines qu'on suit la situation au quotidien et que, vu d'Israël, eh bien, une attaque américaine semblait imminente. Il semblerait donc que les Israéliens étaient aussi à l'origine de cette attaque. Il était 8h15 ce matin lorsque tout cela a commencé. Désormais, on sait que c'est une attaque contre l'Iran jointe entre les États-Unis et Israël. Et ce qui est certain, c'est que Israël se préparait à la riposte iranienne depuis des semaines. L'état d'urgence a été déclaré en Israël à partir de 8h ce matin, en heure locale, encore une fois. Les civils ont indication de rester à proximité des abris, interdiction des rassemblements, interdiction des écoles et les entreprises vont rester fermées dans les prochains jours. L'espace aérien est aussi totalement fermé. Les frontières terrestres néanmoins restent ouvertes. Mais voilà, donc les Israéliens connaissaient le risque et s'y préparaient. Pour l'instant, eh bien, en tout cas, c'est la situation qu'on a. Et puis notre correspondante Noga Tarnopolski nous explique en temps et en heure ce qui se passe sur le terrain. Et justement, pour corroborer vos propos, Claire, on a cette déclaration de l'armée israélienne qui nous est parvenue il y a peu, qui nous confirme ce que vous disiez, que Israël, planifiait cette frappe contre l'Iran depuis des mois. Est-ce qu'il n'y avait pas également ces attaques n'avaient pas été préparées aussi avec ce qu'on a qualifié de cette guerre de 12 jours, justement, affaiblir les proxys de l'Iran pour ensuite permettre cette frappe directe contre le régime ?
Alors pendant la guerre des 12 jours, c'était au-delà des proxys puisque c'était directement sur le territoire iranien. Les proxys, c'est plutôt toutes les guerres qui se jouent en Israël depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Vu d'Israël, la guerre des 12 jours, elle a en quelque sorte préparé le terrain. C'est comme ça que c'est perçu par plusieurs officiels israéliens puisque pendant la guerre des 12 jours, il y avait eu une trentaine de morts côté israélien. La preuve de la suprématie israélienne dans les airs iraniens, la preuve de la force de son système de défense anti-aérien et des frappes américaines, notamment sur des sites nucléaires iraniens. Désormais, ce que veulent les Israéliens, et ça a été dit très clairement dans le discours de Benjamin Netanyahou, c'est un changement de régime en Iran. C'est aussi ce que veut une majorité de la population israélienne. Alors, est-ce que c'est réellement réaliste et est-ce que c'est aussi ce que veut les États-Unis? Pour l'instant, il est très certainement trop tôt pour le dire, mais il faut bien garder ces éléments en tête pour comprendre ce qui se joue ce matin au Proche-Orient. Restez avec nous, Claire Gauthier-Rebinski. Benjamin Netanyahou qui a également appelé à l'unité des Israéliens qui s'attendent donc, on l'imagine, à une réplique également forte de l'Iran. Oui, parce que, si vous voulez, avec l'Iran et puis d'autres qui ont pu menacer par le passé, d'autres pays qui ont pu menacer Israël, il y a quelque chose qui n'est pas supportable pour l'État hébreu, c'est ne serait-ce, je dirais, que la menace. Certains ont pu dire, quand c'était Mahmoud Ahmadinejad qui était président d'Iran, oui, il menace Israël, mais il ne le fera pas. Eh bien, même une menace, c'est insupportable. Imaginez que vous soyez sous la menace en permanence, un chef d'État qui dit « Oh ben, je vous rayerai bien de la carte ». Quand en plus vous vous adressez à des gens qui sont issus d'une tentative, d'un génocide ou une tentative d'extermination totale, vous voyez ce que ça peut donner. Et donc, d'où ce discours d'empathie vis-à-vis d'une opposition iranienne, et ce discours, il n'y a pas que Netanyahou qui le tient, parfois Trump aussi, ce qui est assez étranger dans leur pratique oratoire. Simplement, vous avez vu la dernière fois, quand il y a eu donc ces manifestations sanglantes, on en est à 50 000, 60 000 morts, qu'a fait Trump? Il dit « Tenez bon, on arrive ». Ah oui, ceux qui ne sont pas morts dans ces manifestations, ils attendent toujours l'arrivée de Trump. Donc le problème, c'est que pour Netanyahou, c'est peut-être différent un peu, et encore. Mais pour Trump, ce n'est qu'un argument de campagne. Ce n'est qu'une façon de vendre l'action américaine, de dire, vous voyez, on est pour la démocratie, puisqu'on aimerait que ce peuple iranien, enfin, puisse être libre. Alors là, tout le monde se dit, oui, pourquoi pas, c'est une bonne façon de justifier une intervention. Mais là, en l'occurrence, quand les Américains parlent de frappe ciblée, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire frapper justement la colonne hiérarchique du pouvoir iranien, auquel cas elle est en train de se reconstituer par un double, ou bien est-ce que c'est viser au fur et à mesure des installations nucléaires et quelque chose qui se reporterait dans 1 mois, 2 mois, comme on l'a vu précédemment. Vous restez avec nous, Gauthier. On va retrouver notre correspondante à Jérusalem, Noga Tarnopolski. Noga, on vient de l'évoquer ici en plateau, l'appel à l'unité de Benjamin Netanyahou qui, sur la réponse israélienne vis-à-vis de l'Iran, peut compter sur le soutien de la population israélienne. Je dirais que c'est pas sûr. En fait, les Israéliens sont fatigués après presque 2 ans et demi de guerre et ils s'attendaient à une attaque américaine et des possibles répliques iraniennes contre l'Israël, mais pas nécessairement à ce qu'on a vu ce matin que, en fait, de quoi se vantait le Premier ministre israélien? De ses liens avec Donald Trump, de la proximité de cette organisation anti-iranienne israélo-américaine. Et je ne sais pas si, là vous entendez déjà les sirènes de nouveau, on va attendre les booms des interceptions, mais je ne suis pas sûre que les Israéliens vont suivre Netanyahou pendant de longs jours ou de longues semaines même, si ça devient une guerre régionale avec le but de cibler la dirigeance iranienne et les Israéliens ne comprennent pas très bien à quoi ça leur sert. Netanyahou aussi, il faut le dire, est un Premier ministre pas très populaire entre son peuple, qui devient de plus en plus autoritaire, qui a suscité des grandes manifs, des protestes contre lui, et je ne crois pas que sa position est 100% sûre.
Merci beaucoup Noga Tarnopolsky, notre correspondante à Jérusalem, et également pour vous dire que la réplique iranienne à ces frappes américano-israéliennes ne s'est pas fait attendre. Des tirs de missiles ont donc été entendus autour de Jérusalem, vous venez de l'entendre également, ainsi qu'autour, on vient de l'apprendre, d'une base américaine située au Bahreïn, qui a été, selon les autorités bahreïnies, ciblée par une attaque. Claire Duhamel est toujours avec nous en plateau, notre correspondante à Jérusalem, ici à Paris. Donc, Noga Tarnopolsky nous disait Benjamin Netanyahou n'était pas si populaire que ça. Est-ce que c'est vraiment le cas, Claire ? Je dirais que la société israélienne, comme sur beaucoup de sujets, est extrêmement divisée, et Benjamin Netanyahou est à la fois adoré par une partie de la population qui le soutient dans toutes ses opérations militaires, et honni d'une autre partie de la population qui, à l'inverse, est bien plus inquiète, bien plus critique. Il y a un sondage qui est sorti sur la chaîne 12 la semaine dernière qui estimait que 59% des Israéliens environ soutenaient l'idée d'une attaque américaine sur l'Iran. Mais là, il y a une distinction que Noga a très bien établi, puisque cette attaque qu'on a vue ce matin, elle a en tout cas été au début initiée par les Israéliens, et en ce sens, eh bien évidemment, l'opinion publique israélienne va sans doute réagir de façon un petit peu différente, mais grosso modo, lorsque Israël est en guerre et lorsque la menace est directe et que les Israéliens le voient de façon très concrète, les Israéliens montrent une image unie derrière leur Premier ministre. Ça se voit aussi au niveau politique, où bien souvent il y a un gouvernement d'unité. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui ? Pour l'instant, trop tôt pour le dire, mais en tout cas, voilà, grosso modo, c'est ce qu'on peut en comprendre d'un point de vue politique en Israël. Est-ce que, Gauthier Rybinski, les Israéliens ont tiré les États-Unis dans ces frappes contre l'Iran ? Alors, la peur des gouvernements israéliens, et pas uniquement celui de Benjamin Netanyahou, je pense, c'est toujours évidemment qu'il y a un découplage entre les deux, et que quand on est avec un Donald Trump au pouvoir à Washington, on a aussi peur qu'il y ait, à travers l'appât du gain, à travers cet amour inconsidéré pour le deal, pour l'arrangement, pour le contrat, eh bien qu'il y ait une séparation. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, que Netanyahou a travaillé beaucoup avec Trump pour justement l'arrimer dans ce camp. Vous avez remarqué aussi qu'il y a eu, dans le discours de Netanyahou, juste cette dernière semaine, ou ces juste derniers jours, il y avait quelque chose de beaucoup plus concret qui consistait à dire ce que nous voulons, c'est que les capacités d'enrichissement iraniennes disparaissent totalement d'Iran. Mais, et c'est là que je rejoins ce que disait Claire, le discours de Netanyahou, lorsqu'il parle de la grande civilisation iranienne et de la nécessité de sauver les Iraniens de la dictature, au fond des mollahs, c'est probablement plus un discours à destination d'Israël et de ceux qui, comme on disait tout à l'heure, peuvent en avoir ras-le-bol de ce gouvernement, de ses menées guerrières et de son association avec Donald Trump. Et que dans ce cas-là, ça donne quelque chose effectivement de très nouveau chez Netanyahou lorsqu'il parle non seulement de défendre les Iraniens, mais d'illustrer la grande civilisation perse. Il remonte dans l'histoire parfois à des données et à des époques assez effarantes. Claire Duhamel, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, pas particulièrement. Bon, pas particulièrement en tout cas. Donc Gauthier, le but en tout cas affiché par Donald Trump, on l'a entendu au début de cette édition spéciale, il l'a dit, il voulait frapper les capacités militaires, notamment de fabrication de missiles balistiques de l'Iran, mais également frapper le régime en lui-même. Alors d'ailleurs, les autorités iraniennes ont rapidement dit que le président Pezeshkian, lui, était en sécurité. On ne sait pas pour l'heure ce qu'il en est du guide suprême, mais c'est le but de cette opération, c'est de faire tomber le régime ? Mystère. Parce que si on suit les discours dont on vient de parler, oui, il faut aller jusqu'au bout. D'autant que, c'est ce que nous disions tout à l'heure, s'il y a une finalité à tout ça, c'est bien le fait que le régime iranien, qui est un régime mollah, une théocratie coercitive, se retrouve à la tête d'un arsenal nucléaire. Encore une fois, si l'Iran devenait un régime démocratique, cette question ne serait pas aussi grave. Je ne dis pas que tous les problèmes seraient aplanis, mais on aurait affaire à une nation voulant se doter de l'arme nucléaire, ce qui poserait problème dans l'élargissement du parc et du club des nations qu'il possède, mais ça ne serait pas quelque chose de dramatique et immédiatement néfaste.
Simplement, la nature du régime l'en empêche. Est-ce que là, il y a la volonté d'aller jusqu'au bout ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas certain. Il y a cette volonté, en tout cas, de jouer de cet argument quand il le faut, mais aller jusqu'au bout, ça n'est pas certain. D'autant que, et ça nous l'avions signalé, face à la menace, vous parliez du président Pezeshkian qui, manifestement, à mon sens, est en train d'être mis sur la touche. Quasiment. Vous savez bien qu'il y a toujours cette dualité chez les présidents, il y en a eu avec d'autres qui étaient encore plus manifestes, plus patentes, c'est on les accuse d'être parfois finalement les agents du réformisme, les agents d'une forme de libéralisme, et dans les situations difficiles, on les met de côté, quitte à bâtir une hiérarchie parallèle, et c'est ce que semble faire Harry Larijani au nom du Conseil de sécurité de la Nation, de bâtir une hiérarchie secondaire qui serait capable de prendre la relève dans le cas où l'actuel serait en quelque sorte décapité ou décimé par l'action militaire israélo-américaine. En tout cas, les bombardements iraniens, la réplique iranienne à cette opération américano-israélienne sur l'Iran continue. Des explosions sont toujours entendues dans le ciel de Jérusalem. On l'apprend à l'instant. Claire Duhamel, est-ce que justement le Benjamin Netanyahou et plus largement la classe politique israélienne se satisferait d'un changement de régime iranien ? C'est le but primordial ? C'est en tout cas ce que disent plusieurs responsables israéliens depuis des semaines. Ce serait vu comme l'aboutissement des guerres que mène Israël depuis le 7 octobre 2023, comme la continuité logique de la guerre des 12 jours de juin 2025. Alors, est-ce que cela est réellement réaliste ? Pour l'instant, encore une fois, on ne peut pas le dire avec beaucoup de précision, mais on a bien vu ces dernières semaines, en suivant la façon dont les préparatifs américains avaient lieu au Proche-Orient avec des déplacements militaires massifs, on a bien vu qu'il y avait comme un objectif qui pouvait être différent entre les États-Unis et entre Israël. Et Israël disait clairement que le but, c'est un changement de régime, qu'il faut détruire le programme de missiles balistiques iranien et empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, tandis que les États-Unis étaient moins clairs dans leur rhétorique, moins clairs dans leurs déclarations. Voilà, qu'est-ce qui va se produire et combien de temps est-ce que cela pourrait durer ? Pour l'instant, difficile à dire. En tout cas, il y a beaucoup d'experts qui considèrent que cette guerre, elle pourrait durer plusieurs semaines, que c'est un paradigme différent de juin 2025. Mais ça, encore une fois, il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir le dire avec plus de précision. Et justement, pour corroborer une fois de plus vos propos, c'est ce qu'a dit Donald Trump. Cette opération pourrait durer plusieurs jours. De Gauthier Ribinski, il a également dit les Américains doivent s'attendre peut-être à des pertes de leurs soldats dans cette opération qui donc pourrait durer plusieurs jours. On est parti sur une guerre qui pourrait durer, Gauthier ? Je suis bien en peine pour répondre parce que tout dépend de l'intérêt qui se dégage des combats. Et vous savez que les combats, finalement, peuvent susciter ou inviter à des réflexions qui varient très vite en fonction de ce combat. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, non pas en juin 2025, mais la fois précédente, où il y avait eu frappe par des Américains et des Israéliens, mais où, en fait, tous les sites sensibles avaient été communiqués aux Iraniens, lesquels, quand ils ont riposté, ont bien pris soin de ne pas commettre trop de dégâts. Alors, c'est vu comme une forme d'humiliation, d'ailleurs, pour le régime iranien, qui avait prévenu d'une certaine manière de cette réplique. Exactement, qui avait prévenu de cette réplique, et humiliation surtout aussi pour les civils, parce qu'on leur met la pression et la panique au cœur et aux tripes, et en même temps on dit non, finalement on s'était arrangé, il n'y aura rien de grave, soyez tranquilles. Bon. Est-ce que là, il y a quelque chose de cet ordre-là ? Non. Là, il y a la volonté de détruire un certain nombre d'équipements, avec probablement dans l'idée que ce régime des mollahs, s'il n'avait plus du tout ou très peu de moyens de résister non seulement à cette attaque, mais aussi de poursuivre son programme nucléaire, eh bien dans ce cas-là, il serait sérieusement handicapé pour la suite. D'où l'idée aussi, et ça il faut voir dans quelle mesure ça n'est pas quelque chose qui est concerté avec les États-Unis, d'une deuxième hiérarchie dont je parlais, d'une hiérarchie parallèle qui elle reprendrait les affaires en cours. Après tout, n'a-t-on pas vu quelque chose qui ressemble à ça au Venezuela ? Donc
pour sauver aussi une partie du régime, il y aurait au fond cette double nomenclature dont l'une servirait à mettre de côté les plus durs aujourd'hui et trouver un arrangement avec les États-Unis, avec toujours ce point sur lequel les Iraniens sont intraitables, c'est la question balistique. Autant on a pu voir ces derniers temps qu'il y avait une volonté de réduire au maximum tout ce qui était de l'ordre des matières enrichies, d'uranium enrichi, pour satisfaire ou complaire aux exigences américaines, autant sur les balistiques, on ne cède pas. Gauthier, vous restez avec nous. Claire, je vous remercie. Merci à vous d'avoir participé à cette édition spéciale.